Grâce à l'apport d'Emmanuel Decaux, qui est professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas Paris 2, où il dirige une école doctorale de droit international. Emmanuel Decaux a été aussi membre de la sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies et du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Il est aussi membre, vous l'êtes toujours, puisque je sais qu'il y a eu un renouvellement de la CNCDH. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Vous êtes tous les deux membres de la CNCDH et Henri Leclerc. C'est d'Achille Lavieux et Annotable. Où vous avez présidé la commission Questions internationales et européennes jusqu'à l'été dernier. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Écoutez, c'est une après-midi qui est tout à fait passionnante, mais tout le monde ressent un petit peu la lassitude des fins de journée. Et parler des institutions, c'est difficile, mais des institutions internationales, c'est encore plus difficile. Donc j'ai peur de faire retomber l'intérêt. En même temps, la question des normes internationales est fondamentale. On ne parle pas beaucoup de normes en ce moment. On dénonce le juridisme, et je crois que nous sommes des juristes, Jean-Michel Pégeorget et moi-même, et le droit international est mis entre parenthèses. Donc je crois que c'est vraiment important de revenir à la sphère internationale. D'abord parce que c'est dépasser parfois le débat franco-français, comme vous l'avez dit, la France patrie des droits de l'homme qui n'a rien à voir, rien à apprendre de l'extérieur. Je crois que le droit comparé avec ce que font nos voisins, les différentes approches, les valeurs communes, c'est quelque chose de très important qui enrichit le débat. Et sur la question des minorités nationales, sur la question des statistiques ethniques, sur toute une série de questions très sensibles, il y a des positions, des expériences très très différentes selon les pays, y compris avec nos voisins. On a parlé de la Grande-Bretagne ce matin, on pourrait multiplier les exemples. Et une des premières dimensions internationales, c'est la dimension régionale, c'est la dimension européenne, dont aurait pu parler M. Simon, puisqu'il a été membre du conseil scientifique de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Quel est le sens de cette harmonisation et en même temps, avec une Europe qui est une dans la diversité, quelle est la différence entre des valeurs européennes, encore proclamées dans la Charte de Nice, et des valeurs universelles? Parfois, à mon avis, l'accent mis sur les valeurs européennes se fait au détriment des valeurs universelles. Et là encore, il y a une certaine arrogance, pas française, mais européenne, de penser qu'il y a une exclusivité des valeurs, notamment dans le domaine des droits de l'homme. Alors, l'autre niveau, évidemment, c'est celui des Nations Unies. On a parlé de l'UNESCO, qui avait fait dans les années 50 un travail remarquable. Et il est regrettable qu'il y ait une éclipse de l'UNESCO aujourd'hui pour des tas de raisons. Mais c'est les Nations Unies avec toute une série de mécanismes. Alors, je n'entrerai pas dans la description des structures qui sont très, très complexes, mais je crois que plus il y a d'organismes, plus ça complique le tableau, mais aussi plus ça permet d'avoir des filets de sécurité et une marge d'indépendance. On pourra prendre des exemples si on a le temps. Je voudrais simplement rappeler, pour partir des fondamentaux, que le comité contre la discrimination raciale des Nations Unies, qui a été créé en vertu de la Convention de 1965, qui est dans votre ouvrage, dans le guide juridique, est un instrument fondamental qui examine les rapports des États. D'ailleurs, la présentation du rapport français après le discours de Grenoble avait été assez difficile. La Convention a un considérant qui est tout à fait remarquable, qui résume bien la philosophie de base. Je cite: « Convaincu que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse, etc. Que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie, ni en pratique. » Donc là, on a un socle qui est solide, qui concerne la quasi-totalité des États membres des Nations Unies, et le CERD a adopté une observation générale sur le discours de haine, le hate speech, qui est très très intéressante. En allant, je ne veux pas revenir sur le débat sur le vocabulaire race ou origine ethnique, il y a aussi l'ascendance, les castes.
Et le problème de l'Inde avec les Dalits est quelque chose de fondamental également. Alors, je voudrais prendre seulement 2 points pour rester dans les clous, et mon voisin me le dira. D'abord, le problème des limites de la liberté d'expression. Il y a aussi bien dans le cadre de la Cour européenne des droits de l'homme que du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui est le gardien du pacte international sur les droits civils et politiques, qui reprennent la conception française de la liberté d'expression de la déclaration de 1789. Il y a une limite, c'est la notion d'abus de droit. Et c'est quelque chose qui a été appliqué encore tout récemment dans une affaire, disons l'affaire Dieudonné, à propos du spectacle où Dieudonné avait fait monter en scène Faurisson pour lui remettre un prix, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais cette décision d'irrecevabilité de la Cour européenne, qui est toute récente, qui est d'une dizaine de jours, est fondée sur la notion d'abus de droit, que le négationnisme ne peut pas bénéficier de la liberté d'expression au titre de droits de l'homme. C'est utiliser les droits de l'homme pour détruire les droits de l'homme. Donc ça, c'est une conception qui est très claire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est encore illustrée avec cette affaire. Et on le sait moins, c'est que le Comité des droits de l'homme avait eu lui-même son affaire Faurisson juste après la loi Guessot. Et là aussi, le Comité des droits de l'homme a rejeté la demande de M. Faurisson. Alors, si on écarte cet article sur l'abus de droit, l'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, on revient au cadre normal de la liberté d'expression, qui est le principe, mais qui a des limites. Aussi bien dans la Convention européenne que dans le pacte, il est précisé, et c'est le seul article, la seule liberté où on le dit, qu'il y a des devoirs et des responsabilités. Donc les journalistes, les personnes qui parlent, les hommes politiques ont des devoirs et des responsabilités lorsqu'ils utilisent la liberté d'expression. Et là, évidemment, la jurisprudence, elle, est très libérale. Après des tâtonnements, on n'a pas le temps de revenir sur des affaires qui touchent la notion de blasphème ou de sacrilège. Mais un des premiers arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire Otto Preminger Institute, c'était, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était une censure d'un film qui s'appelait Le Concile d'amour, un film de Schroeter, qui était inspiré d'une pièce de Panizza, une pièce viennoise de 1900, qui a été jouée par Lavellier à l'Odéon dans les années 60. Et c'était dans un ciné-club, mais dans cette province d'Autriche, très catholique, à majorité catholique, comme le dit l'arrêt, on a trouvé que c'était choquant que dans un ciné-club payant, on montre ça à des gens que ça intéressait, et évidemment, ceux que ça n'intéressait pas pouvaient ne pas voir le film. Ça, c'était une tentative d'ordre moral, mais qui est assez dépassée, qui était, disons, des années, tout de même 1994. Bon, il faut se rappeler qu'en France, la religieuse avait été interdite, le film de Rivette, à une époque où nous avions des ministres éclairés, mais c'était une interdiction d'une œuvre d'art qui est aujourd'hui considérée comme classique. Depuis, la Cour européenne a beaucoup évolué, est devenue très très libérale, et sauf exception tout à fait marginale comme Wingrove, l'affaire Wingrove contre le Royaume-Uni, où il s'agissait d'une cassette plus ou moins pornographique représentant Sainte Thérèse d'Avila, en mélangeant le mysticisme et la pornographie, qui n'avait pas eu un visa d'exportation. Il n'y a plus d'affaires de ce type. Cite simplement la question des insultes. Il y a une affaire très intéressante, toute récente, qui est l'affaire Éon contre France. C'était, vous le savez, quelqu'un qui avait été poursuivi pour avoir mis une pancarte en disant « Casse-toi, pauvre con » lors d'une visite en Bretagne du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Alors le juge français, très courageusement, avait donné une amende de principe à M. Éon. La Cour européenne a considéré que c'était la liberté d'expression et qu'un homme politique, y compris un président de la République, pouvait s'exposer à un débat d'idées. C'était considéré comme un débat. Dans d'autres cas, vous connaissez aussi sans doute l'affaire Giniewski contre France de 2006,
C'était un article dans Libération qui critiquait avec virulence l'Église catholique à l'occasion d'une encyclique de Jean-Paul II, mais en parlant du rôle de Pie XII et de l'Église sous l'occupation ou pendant la guerre en général. Et ce qui est intéressant, c'est que le recours avait été fait par l'AGRIF, qui est une association dont le titre est contre le racisme et pour l'identité française. Et là, la Cour européenne a considéré que là encore c'était un débat historique et que tout le monde pouvait s'exprimer, y compris avec des critiques contre l'Église ou contre le pape. Alors j'en viens justement au deuxième point qui est plus complexe. C'est à partir de quand on passe au blasphème. Dans le Time, l'hebdomadaire américain de cette semaine, il y a toute une page où on voit les censures sur Internet et il y a une colonne qui concerne le blasphème. Et il y a tout de même de nombreux pays qui sont concernés. Bon, ça commence par l'Éthiopie, l'Iran, le Soudan, la Turquie, l'Égypte, la Russie, l'Arabie Saoudite, etc. Il y a une quarantaine de pays qui sont concernés, dont la loi prévoit le blasphème. Et évidemment, c'est une question qui est revenue sur le devant de la scène, d'abord avec l'affaire Rushdie, il y a tout de même 25 ans maintenant, les versets sataniques, et puis avec la question des caricatures dans les journaux danois, et puis ces caricatures ont été reprises, il y a eu aussi les caricatures de Charlie Hebdo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, le débat se déplace, parce qu'il ne s'agit pas d'un débat entre la liberté d'expression et la liberté religieuse. Dans l'affaire Otto Preminger, on faisait prévaloir une conception de la religion par rapport à la liberté de création. Là, il s'agit d'imposer un respect des religions comme limite de la liberté d'expression. Donc il y a un triangle. Ce n'est pas seulement la protection des individus, c'est la protection des symboles, des rites, des autorités. Et donc on sort des libertés publiques classiques, des droits de l'homme qui sont des droits de l'individu. C'est une entité qui est sacralisée, qui est intouchable. Donc on revient à la vieille idée de blasphème qui n'existe plus, ou de sacrilège qui n'existe plus en France depuis Charles X. Ce qui est intéressant et ce qui est inquiétant, c'est que dans la foulée de ces affaires, aux Nations Unies, vous avez certains groupes qui réclament des normes complémentaires en considérant que la Convention contre le racisme est insuffisante et ne couvre pas justement des menaces portées à la religion. Alors évidemment, c'est le groupe arabe, l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, avec une majorité assez forte. Et depuis quelques années, vous avez des résolutions au Conseil des droits de l'homme à Genève, mais aussi à l'Assemblée générale aux Nations Unies, sur ce sujet qui sont très, très clivantes, comme on dit. Normalement, vous avez 80 voix pour, 60 voix contre, et évidemment, on voit très bien quels sont les groupes. Ce qui complique les choses, c'est que en 2012, les États-Unis se sont rapprochés du Pakistan pour avoir une résolution commune. Et donc, c'est là que le terme d'islamophobie n'a peut-être pas le même sens que celui qu'on va donner tout à l'heure. Dans ces propositions, c'est la critique de l'islam en soi, toute critique d'une religion qui est mise en cause. Le débat a été élargi en disant qu'on ne peut pas se concentrer sur une religion, ça serait contraire à la neutralité ou à la laïcité internationale, donc on va parler de la diffamation de toutes les religions. Avec un effet d'aubaine, puisque en même temps, la Russie présente des résolutions sur les valeurs traditionnelles qui viendraient nuancer les droits de l'homme. Alors, pour la Russie, les valeurs traditionnelles, c'est évidemment dénoncer les fémènes ou les LGBT. Et donc là, il y a une sorte de coalition pour dire qu'il y a des domaines où il ne faut pas intervenir. Et je finirai par là, c'est que après les attentats contre Charlie Hebdo, les États-Unis avaient présenté une résolution aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme, en condamnant toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse, mais en même temps en ajoutant qu'il fallait tenir compte de la liberté artistique, du respect de la diversité culturelle et religieuse, etc. Il y a eu un amendement qui a été présenté par le Pakistan qui visait expressément à déplorer l'usage fait dans la presse écrite
les médias, les bandes dessinées, y compris sous une forme artistique, de tout moyen pour inciter à des actes de violence et à la xénophobie, en s'attaquant à des symboles religieux ou des personnes vénérées. Donc, les symboles religieux et les personnes vénérées, c'était dénoncer les caricatures. Autrement dit, l'intention initiale des États-Unis, c'était, tout en bordant les choses, de défendre la liberté de création, y compris la liberté de caricature, et l'amendement pakistanais visait à retourner les choses et à mettre en accusation Charlie Hebdo, ce qui fait que le groupe occidental a retiré le projet de résolution pour éviter une défaite qui aurait été possible. Donc vous voyez que sur le front international, les choses sont un peu compliquées, même s'il y a un socle juridique qui est très solide. Si les instances de contrôle, que ce soit le Comité des droits de l'homme ou le CERD, ont des observations générales qui cadrent vraiment les choses, pour le Comité des droits de l'homme, il y a une observation générale sur la liberté d'expression qui est très bonne, qui est peut-être trop longue, qui fait 20 pages, mais qui est très dense. Et donc, il y a ce cadrage juridique très solide, mais il peut y avoir toujours une surenchère politique ou diplomatique dans un contexte d'affrontement. Et on revient au problème de la guerre des civilisations qu'on a dénoncé toute cette journée.